Bonjour Paul Midi. Bonjour. Paul Midi, vous êtes député Renaissance de l'Essonne. Alors plus précisément, vous êtes le député du plateau de Saclay. Alors vous participerez vous aussi au Day One d'avril. Donc voilà, l'idée c'était de défricher un petit peu les thèmes qui seront abordés lors de cet événement. Mais quand même, vous avez un parcours atypique dont il faut que vous nous parliez. Vous êtes presque un serial entrepreneur, on peut dire. Comment quelqu'un qui a lancé plusieurs startups, etc., se retrouve député? Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est très rare à l'Assemblée nationale des entrepreneurs. Moi j'ai créé ma première entreprise sur le plateau de Saclay justement dont je suis député aujourd'hui. C'était une petite start-up qui s'appelait Gundi qui faisait des services informatiques, qui créait des sites internet ou des intranets. Et puis j'ai moi effectivement eu essentiellement une carrière d'entrepreneur. Vous connaissez peut-être l'aventure Jumia qui est la première licorne africaine, ouais. C'est le Amazon africain. Donc moi j'ai participé à toute cette aventure, développé plusieurs entreprises au sein de Jumia. Donc aventure exceptionnelle où on est parti de rien, on en a fait une licorne. Maintenant c'est une start-up qui est cotée en bourse. J'ai été directeur général de Frishti, peut-être que vous connaissez bien aussi, nos pépites de la food tech française. Et effectivement, comment je me suis retrouvé député. Vous vous êtes dit l'argent ne m'intéresse pas, alors ne m'intéresse plus. Ça, je le savais depuis longtemps que c'était pas. Évidemment, c'est important l'argent, mais c'était pas la chose la plus importante pour moi. Ouais. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de faire partie de projets qui me dépassent et des projets dans lesquels on peut avoir un impact sur beaucoup de gens. Et donc, quand on fait une licorne de la French Tech, on peut avoir un impact sur beaucoup de gens, on peut changer la vie des gens. Mais je me suis dit quand même, moi j'avais cette petite passion politique depuis très longtemps, je me suis dit que là où on pouvait améliorer la vie des gens à une échelle la plus large possible, c'était en étant responsable politique et élu de la nation. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans cette folle aventure de l'élection législative. Quels sont, avec tous les prismes que vous avez, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui fondamental comme levier à activer pour changer la vie des gens, pour faire de la croissance, pour créer de la prospérité, pour créer du bien-être? Quels sont les leviers majeurs qu'il faut actionner? J'ai bien une petite idée, mais j'attends votre réponse. Si on en est sur ces leviers majeurs, ouais. Moi j'en citerai deux qui sont au cœur de notre projet avec le président de la République. C'est un, le plein emploi, ouais. Et deux, la transition écologique, ouais. Et donc le zéro carbone à 2050. Moi je suis né il y a bientôt 40 ans dans ce pays, je n'ai connu que le chômage de masse. Et donc se dire qu'aujourd'hui on a fait sur le dernier quinquennat, on a réussi à faire la moitié du chemin vers le plein emploi. Donc on a créé 1,5 million d'emplois et il faut encore en créer entre 1 et 1,5 million pour arriver au plein emploi, c'est-à-dire 5% de chômage d'ici la fin du quinquennat. Juste de se dire que c'est possible d'être au plein emploi et qu'on a éradiqué le chômage, ça me paraît tellement vertigineux, ça change la vie des gens. Et quand on est au plein emploi, on est dans une situation très différente. On peut aller choisir son entreprise. C'est plus facile de négocier un meilleur salaire. On a beaucoup plus de chances de s'émanciper et de choisir sa vie que quand il y a une chômage de masse. Alors il y a un point commun entre les deux sujets que vous avez cités, le plein emploi, la transition écologique, c'est les compétences. Et ça veut dire que pour tout ça, il faudra de la formation. Oui. Et je parle aux députés qui concentrent sans doute sur son territoire le plus de matières grises disponibles dans ce pays. Comment on fait pour élever notre niveau de formation? C'est un défi parce qu'il n'est pas bon. Hein, regardons le classement de la France dans le classement de l'OCDE, le classement PISA, on est mal classé. Sur la formation continue, on est mal classé. Est-ce qu'il n'y a pas là un chantier considérable? Alors oui, vous avez raison. Mais je vais quand même vous donner une bonne nouvelle, parce que vous parlez de mon territoire Paris-Saclay, c'est 15% de la recherche. C'est française. C'est un des pôles d'innovation, enseignement supérieur, éducation, recherche, innovation, les plus grands au monde, au niveau de la Silicon Valley. Et l'université, un des pôles de ce pôle d'innovation, c'est l'université Paris-Saclay. Et si vous enlevez toutes les universités américaines, c'est la première université au monde. Donc il y a aussi des bonnes nouvelles. Mais après, pour répondre à votre question, vous avez raison qu'on a un enjeu énorme sur l'éducation, l'enseignement, la formation. Et si je parle du numérique, par exemple, on a un objectif, nous, c'est d'aller former 400 000 experts du numérique supplémentaires dans notre pays. Ce sont des développeurs, ce sont des gens qui travaillent sur les produits Internet, ce sont des gens qui travaillent sur la gestion des réseaux sociaux.
parce que ces métiers-là, on sait que dans les années qui viennent, on en a énormément besoin et qu'on n'a pas assez de gens qui travaillent dans ces métiers. Donc on développe très fortement les formations sur ce sujet, soit des formations publiques, on ouvre des nouvelles écoles, soit ce sont des formations privées, parce que les entreprises du secteur du numérique s'y sont mis aussi, parce que comme il y a un tel manque de talent sur ces compétences, elles ont développé elles-mêmes des écoles. On connaît bien l'école 42 avec Xavier Niel, le fondateur de Free, mais il y a plein d'autres entreprises, par exemple Artefact, qui est une belle agence digitale, qui crée une école de data pour aller former des ingénieurs experts dans la gestion de données, dans la gestion de données complexes. Donc il y a effectivement beaucoup à faire. Ça, c'est pour je dirais, le très court terme. Mais il faut aussi qu'on apprenne une nouvelle langue vivante à l'école. Cette langue vivante, ça s'appelle le codage informatique. Pour pas que trop de gens soient éloignés de la compréhension de qu'est-ce qui se passe dans le monde digital. Et donc ça aussi, c'est une de nos mesures qu'on va mettre en place dans les prochaines rentrées. C'est qu'à partir de la 5e, il y a des cours obligatoires pour apprendre le code dès le collège. Et c'est très important. Et c'est une nouvelle langue vivante. Et c'est grâce à ça qu'on va réussir à ramener beaucoup de gens dans le monde du digital et dans le monde numérique et faire cette transition et créer des emplois. Alors là où c'est passionnant encore de vous avoir, compte tenu de votre poste d'observation sur Paris-Saclay, c'est l'organisation optimale, j'ai envie de dire, de la coopération entre l'État, les universités, les entreprises privées. Vous, fort de ce que vous voyez se produire sur votre territoire, fort de votre expérience d'entrepreneur passé, quelles leçons vous en tirez? Qu'est-ce qui fonctionne? Quel est le mode de coopération qui fonctionne? Alors, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. On a parlé, c'est je dirais le Cal plus 5, un écosystème comme Paris-Saclay, où vous réunissez des laboratoires, des étudiants qui font des PhD, qui font des études approfondies, des startups. Paris-Saclay, c'est un écosystème de 600 startups. Et que vous animez ça grâce, par exemple, à la French Tech Paris-Saclay. Vous savez, on a un programme d'animation des startups en France qui s'appelle la French Tech, qui est unique au monde et qui permet de développer, parce qu'on fait se parler ensemble les entrepreneurs, mais aussi les laboratoires, ceux qui font de la recherche. Et c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est un des outils qui marche bien. On a aussi l'outil BPI France, vous savez, qui est du financement public à l'innovation. C'est jusqu'à 5 milliards d'euros qui sont investis dans des startups qui créent de l'emploi, qui font de l'innovation par BPI France. Il y a évidemment tous les fonds privés qui le font aussi, et c'est aussi plusieurs milliards d'euros. Et puis, il y a des dispositifs fiscaux que l'État met en place pour simplifier la vie ou aider toutes ces entreprises. J'en citerai un, c'est le dispositif JEI, Jeunes Entreprises Innovantes, que j'ai fait voter dans le cadre du projet de loi de finances pour les 3 prochaines années, et en fait qui donne tout un tas de déductions fiscales pour des entreprises qui sont des jeunes entreprises, qui sont très innovantes parce qu'elles dépensent plus de 15% de leurs dépenses dans des dépenses de recherche et développement, et on va les aider parce qu'on ne leur fera pas payer d'impôts sur les sociétés ou qu'on va leur baisser les charges sur les salaires des salariés qui innovent dans ces startups. C'est 4000 entreprises qui vont avoir accès à ce type de dispositif, et c'est des pépites françaises qui sont en train de naître et d'être développées grâce à ça. J'en cite une parce qu'elle est fantastique, c'est Opium, peut-être que vous connaissez. C'est la première voiture haut de gamme à hydrogène. Et donc c'est la première fois qu'on fait ça au monde. C'est une jeune entreprise innovante, donc elle bénéficie de ce dispositif, elle va continuer d'en bénéficier. Et ça va être, dans les prochaines années, 1500 emplois dans l'usine qui va fabriquer ces nouvelles voitures. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et qui sont très utiles en France, mais il faut qu'on accélère, qu'on arrive à financer encore plus, parce que les moyens qu'on a en français ou en européen, ils sont parfois très éloignés de ceux que les Américains ont, parce qu'ils ont un système très différent du nôtre qui s'appelle les fonds de pension et qui donne accès à un financement qui n'existe pas dans notre pays. Est-ce que pour les territoires, le numérique, c'est plutôt une énorme opportunité ou est-ce que finalement la nécessité de concentrer
comme à Saclay, par exemple, université, entreprise, recherche, etc., ne va pas provoquer une espèce d'agrégation, finalement, des compétences, etc., qui risquerait d'accroître un petit peu ce phénomène de métropolisation et de désertification des territoires les plus reculés? Non, je ne crois pas, mais c'est une très bonne question. Paris-Saclay, on en fait un en France et en fait un en Europe, où il nous faut un écosystème où on agrège. Ouais. Mais pour tout le reste, on a quoi? On a la visioconférence, on a le télétravail, on a bientôt le travail dans les métavers, avec des solutions qui sont en train d'être développées, qui sont de très bonne qualité, même s'ils ne sont pas encore très, très utilisés. Et vous avez vu que depuis la crise du Covid, ça a été un drame, mais bien sûr un formidable accélérateur de cette capacité qu'ont eu les organisations et les entreprises et les startups à travailler aussi chacun dans son territoire, chacun dans sa zone. Et donc ça, je pense que c'est très utile, très important. Et c'est une façon de redévelopper des territoires qui étaient peut-être un petit peu abandonnés. Dans vos rêves les plus fous, ou même en étant plus réaliste, la France numérique, dans 5 ans, vous la voyez comment? Est-ce que dans 5 ans, on se dira, allez, mais même il y a 10 ans, si on prend l'ensemble des 2 mandats d'Emmanuel Macron, on a changé de monde? Ouais, alors beaucoup de choses. Mais déjà, on aura réduit la fracture numérique. Vous savez qu'il y a 13 millions de personnes qui ont des difficultés avec le numérique, soit d'accès, soit de compréhension. Et donc, on est réduit de plusieurs millions, ça parce qu'on aura développé la fibre. En 2025, on sera quasiment à 100% du territoire qui sera fibré. On est champion du monde sur le sujet, hein. Et grâce à l'action de Cédrico et de Jean-Noël Barrot, aujourd'hui ministre du numérique, en Allemagne, par exemple, ils sont à 25%. Parce qu'on aura éradiqué les principales zones blanches. On en a 3500, il y en a 1200 qui ont été éradiquées. Il faut qu'on arrive à éradiquer les 2300 restantes. Et donc, on aura, réduit la fracture numérique. 2, on aura développé la French Tech en ayant non pas aujourd'hui, vous savez, au début du dernier quinquennat, on avait 3 licornes. Vous savez, ces startups qui valent plus d'1 milliard d'euros. Aujourd'hui, on en a 27. Eh ben, moi, j'espère qu'à la fin du quinquennat, à 2030, on se donne un petit peu plus de temps, on en aura 100, dont 25 vertes, c'est-à-dire 25 qui vont contribuer à la transition écologique. Et donc, on aura créé derrière ça des centaines de milliers d'emplois dans le numérique et dans le digital. Des nouveaux emplois. Et puis, troisième sujet, j'espère qu'on aura mieux régulé le monde du numérique. Vous savez, aujourd'hui, si vous regardez par exemple les réseaux sociaux, c'est le Far West. Honnêtement, on n'assure pas un bon niveau de sécurité à nos compatriotes dans les mondes numériques et en particulier sur les réseaux sociaux. Regardez Elon Musk qui vient de licencier la moitié de ses salariés. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ces salariés chez Twitter? Ils faisaient de la modération. Ils étaient là pour aider à maintenir la sécurité dans le monde numérique qu'est Twitter. Et donc, on a le DSA et le DMA, qui sont 2 règlements européens qui arrivent en France en janvier, qui vont être une première étape pour réguler ces mondes numériques, pour qu'on vive d'une façon civilisée dans ces mondes numériques. Et j'espère que d'ici la fin du quinquennat, on vivra d'une façon beaucoup plus civilisée que ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, civilisé, oui, mais autonome, parce que la question, et c'est la dernière question que je vais vous poser, vous avez dit tout à l'heure, les Américains et les Chinois notamment ont des moyens d'investissement considérables. Oui. Alors vous êtes très optimiste et vous avez donné des bonnes raisons de l'être, mais quand même, est-ce qu'il ne faut pas redouter que dans cette grande course technologique entre les 2 grandes puissances, l'Europe se laisse distancer finalement? Est-ce que l'Europe a encore une chance de rester dans la course technologique face aux États-Unis et à la Chine? Oui, mais vous avez raison, c'est une course et une compétition qui est très forte. Et il faut qu'on fasse quelque chose de différent de ce qu'on faisait ces dernières années ou ces dernières dizaines d'années ou depuis le début de la construction européenne. C'est d'éviter d'avoir une Europe ouverte à tous les vents, une Europe qui ne se défend pas face à ces 2 géants-là et qui est seulement une espèce de marché libre où il n'y aurait que de la concurrence. Non, il faut, et c'est ce que fait d'ailleurs le président de la République et c'est ce qu'on fait avec la majorité présidentielle, il faut qu'on parle souveraineté. Souveraineté française et souveraineté européenne. Et donc, il faut qu'on arrête d'être un petit peu naïf, ce qu'on a été depuis le début de la construction européenne, parce que, voilà, on a laissé faire, ou on a, limité la capacité de champions européens à se développer, parce qu'on a voulu être très tatillon sur la réglementation, ou parce qu'on a voulu absolument avoir un droit de la concurrence qui était appliqué parfaitement.
là où les Américains et les Chinois, ils avaient une stratégie très différente. Donc il faut construire l'Europe pour ça, parce que si on ne travaille pas en européen, on n'a aucune chance de se battre face aux Chinois et à nos amis américains. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans cette construction européenne. Merci beaucoup, Paul Midi. Je rappelle que vous êtes député Renaissance et membre du Conseil national du numérique. Merci à vous.